Culture Soccer. Allô tout le monde et bienvenue sur ce nouveau podcast de CS à l'érable, le podcast 100% sur le foot canadien. Au micro, Adi Raphaël. Je suis rejoint par mes deux partenaires de crime, Alex Rupert et Daniel Cameron. Alex, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui et comment tu vas, Adi? Ça va, écoute, plutôt bien. On essaye de survivre à ce énième confinement en espérant que ça finisse bientôt. Et toi, mon ami Daniel Cameron, est-ce que tu es en forme pour répondre aux questions de nos auditeurs aujourd'hui? Oui, je suis en pleine forme et je suis content de vous revoir, les gars. Oui, effectivement, on est tous contents de se parler. On peut pas se voir malheureusement, mais on se parle et on est content de parler de soccer canadien, bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, cet épisode sera consacré à vous, chers auditeurs. On vous a demandé sur Twitter, sur le compte de Culture Soccer, quelles sont vos questions. Et on va prendre le temps aujourd'hui dans cet épisode de répondre à vos questions. On a eu beaucoup de questions. On va essayer de répondre à tout le monde, en tout cas du mieux qu'on peut. Bien évidemment. Donc, on commence en premier par Joël. Joël, qui est un auditeur français, qui nous écrit sur Twitter. Il aimerait savoir le fonctionnement de la CONCACAF League. Donc, en premier, pour expliquer tout ça, je vais laisser la parole à mon ami Daniel Cameron. Mais juste pour vous donner une petite idée, en un seul mot, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit en Europe de la Europa League. Donc, c'est la petite sœur de la Ligue des Champions, mais avec un fonctionnement complètement différent. Daniel, je te laisse aller en détail sur ce que veut dire la CONCACAF League. Merci, Hedy, pour la présentation. Donc, comme a dit Hedy, c'est la deuxième coupe de la CONCACAF. Elle s'appelle Ligue, mais elle a rien d'une ligue. En fait, c'est surtout pour offrir un chemin alternatif. C'est pour permettre aux clubs d'Amérique centrale et des Caraïbes d'avoir des matchs continentaux et d'avoir un chemin permettant d'aller en Ligue des Champions. Donc, tous les matchs se font en aller-retour, toutes les phases se font normalement en aller-retour. Là, la dernière édition, ça a été particulier parce que il y a eu la pandémie. Donc, un tour préliminaire. Ensuite, il y a les huitièmes, les quarts, la demi-finale et la finale. Mais la particularité, c'est que comme les 6 premières équipes de la CONCACAF League vont en Ligue des Champions, les équipes qui sont éliminées des quarts de finale peuvent quand même participer à la prochaine Ligue des Champions en faisant un match de play-in. Et c'est ce match-là que Forge avait joué contre Marathon, une équipe du Honduras, et a perdu. Donc, la CONCACAF League, c'est une autre compétition organisée par la CONCACAF, qui n'est pas une ligue, malgré le nom, et qui permet aux 6 meilleures équipes de participer à la Ligue des Champions. Et comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de club mexicain et américain parce qu'il y en a déjà 4 de chaque pays dans la Ligue des Champions. Donc, en espérant que les compétitions de la CONCACAF augmentent le nombre d'équipes dans les prochaines années. Exactement, on espère. En tout cas, Forge est passé tellement près à 2 reprises de se qualifier pour cette fameuse Ligue des Champions l'année suivante, donc pour la Ligue des Champions 2021. Donc bref, c'était déjà fini pour Forge pour se qualifier à partir de la CONCACAF League. Ils ont encore une chance. C'est gagner le championnat canadien 2020 qui va se jouer, la finale qui va se jouer en 2021. Mais pour ça, il faudra battre le Toronto FC. Donc, on se doute que ça peut arriver, mais bien évidemment, on serait très content d'avoir un Forge FC de nouveau en Ligue des Champions, pour la première fois, en Ligue des Champions CONCACAF. La deuxième question de Joël, c'est une question un peu plus spécifique. Je pense que chacun d'entre nous, on va avoir notre tour. La question est un peu ciblée et demande, est-ce que ce serait possible qu'il y ait un partenariat pour le prêt de plusieurs joueurs de la part des équipes canadiennes de la MLS vers des équipes de la KNPL et inversement? Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je vais laisser en premier Alex commencer. Je pense que on sait déjà une seule chose, c'est que c'est possible. Il y a déjà eu des prêts, surtout de la MLS vers la KNPL, pas inversement. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait un partenariat ou quelle sorte de partenariat il peut avoir? Alex, je te laisse commencer.
Moi, je pense que la Ligue a quand même été assez claire que le partenariat tel qu'on l'a vu entre l'Impact de Montréal et le Ottawa Fury, par exemple, ça, c'est hors de question du point de vue de la Ligue. Donc, la façon qu'ils vont gérer les prêts, ce serait plus, on va considérer la MLS comme on considérait n'importe quelle autre ligue, comme ça se fait un peu partout. Fait que si on veut un prêt, ça va dépendre des besoins du club de la CPL, puis aussi des besoins, tu sais, il faut que ça soit réciproque, il faut que ça fasse l'affaire du club qui veut prêter le joueur, parce qu'il a un bon joueur, mais il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, fait que je vais le prêter pour qu'il ait ce temps de jeu-là pour faire monter sa valeur. Et ce qui est bon pour un club de CanPL, c'est qu'il a sous les mains un bon joueur qui peut aider tout de suite, et vice-versa, bien sûr. Mais un partenariat où est-ce que tu fais seulement affaire avec un seul club, puis tu vas prendre tous ces joueurs ou tu vas prendre un nombre déterminé de joueurs, c'est pas là que la Ligue veut aller parce que tu veux pas approcher une saison, puis toute ta tactique puis toute ta stratégie pour la saison dépend de ce que ton club mère, en gros, va te prêter. Et la Ligue a été catégorique que c'est vraiment pas ce qu'ils voulaient. Non plus perdre, je veux dire, dans des partenariats, on l'a souvent vu avec le Ottawa Fury, où est-ce que les joueurs étaient rappelés à n'importe quel moment, puis ça, c'est quelque chose que la Ligue essaie d'éviter. Ce qui fait du sens, parce qu'il faut pas oublier que la CanPL se positionne comme une ligue de Division 1, puis c'est important qu'elle se comporte comme telle. Oui, merci Alex. Quant à moi, ben comme l'ont dit Alex et Hadi, ben oui, il y a des prêts actuellement. Par contre, je crois que je pense pas que ça va aller plus loin que la situation actuelle. C'est-à-dire, il y a quelques prêts par-ci par-là, puis ça peut, si ça rend service à tout le monde, ben tant mieux, ça se fait. Je sais qu'on a pas, David Canahan, il était venu à notre podcast, il avait parlé de 3 prêts par club. Il avait parlé aussi qu'il a été un peu plus discret à ce niveau-là sur les conditions, par exemple, de rappeler un joueur ou non. Parce que c'était arrivé d'ailleurs que Ryan Telfer avait été rappelé par Toronto FC quand il avait été prêté à York 9 en 2019. Donc, je sais que la position de la Ligue, c'est de faire en sorte que ce soit pas ce modèle-là qui soit priorisé, qu'il y ait des restrictions par rapport à ça. Par contre, on n'a pas encore tous les détails. Et inversement, ben moi je pense que ça pourrait arriver là que, par exemple, j'y avais pensé pour les Whitecaps de Vancouver quand les gardiens se sont blessés, que Evan Bush avait été recruté par les Whitecaps. J'ai pensé pourquoi est-ce qu'ils ont pu obtenu un prêt de Marco Carducci, par exemple, qui connaissait déjà la structure des Whitecaps. Donc, ça aurait pu être quelque chose qui aurait été fait. Après, les raisons pour lesquelles c'est pas fait, ben on le saura peut-être jamais. Donc, si c'est des prêts qui aident tout le monde, que le club de Canadian Premier League est gagnant parce qu'il obtient un joueur qui aurait probablement pas eu les moyens de payer son salaire, et le club de MLS est gagnant parce que son joueur obtient du temps de jeu, tant mieux. Mais on a vu que c'est pas toujours synonyme de succès, là. Fakenary, on avait beaucoup d'espoir en lui avec Ottawa, ça n'a pas été ce que ça devait être. Boskovic, c'était un peu plus mitigé, mais il y a eu des belles histoires comme Dunn à Valor. Il y a eu la première année, il y avait Emery Welshman, il y a Blake Smith, il y a James Pantemis aussi, Ryan Telfer. Donc, je pense qu'il peut y avoir des bonnes histoires, mais des partenariats, je pense pas qu'il y en aura. Puis je suis pas très partisan de l'option non plus. Exactement, faut pas oublier en fait, ajouter un peu sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est important qu'on remarque que la CanPL a pour objectif de donner du temps de jeu à ses joueurs canadiens et aussi de grandir en tant que ligue pour un moment, pas spécialement compétitionner avec la MLS directement, même si c'est le but à très long terme, mais au moins devenir une ligue qui est indépendante de la MLS. Ça va être ça le but de la CanPL, c'est d'être complètement indépendante. Donc si jamais vous pensez à un certain partenariat du style un club mère versus un club qui va former
les joueurs d'un club mère, ça va jamais être le cas. C'est pas le but, c'est pas ce qu'ils veulent. Après, bon, il peut y avoir quand même des partenariats parce que des partenariats, quand on dit partenariat, ce serait vraiment un prêt, comme on l'a vu et comme l'ont mentionné les deux, que ce soit Alex ou que ce soit Daniel, tous les deux vous avez mentionné des prêts. C'est possible, comme tout autre club, mais il n'y aura pas de prêts de partenariats spéciaux entre des clubs, la MLS et la CANPL. Je serais très très surpris si c'est le cas. Il y a quand même un gros choc de culture, gros choc de stratégie entre ces deux ligues-là, qui fait en sorte que c'est pas logique qu'il y ait un partenariat très poussé entre des clubs de ces deux ligues-là. Donc voilà un peu notre avis. J'espère qu'on a répondu à ta question, Joël, à tes questions, Joël. On passe à une autre personne qui nous a envoyé une question. Ben, c'est Yannick Massicotte, qui est un des rédacteurs de Culture Soccer, qui nous a aussi posé la question sur Twitter. Quels pour vous seront les 3 attaquants et les 3 défenseurs à surveiller cette saison? Bon, on va juste être très clair et on va revenir là-dessus un peu plus tard. En fait, on va en parler tout de suite. Toutes les questions, il y en a eu plusieurs, dont une question de Yannick Massicotte, qui selon vous, sera l'équipe à battre dans la CANPL cette année, qui sont les prochains, les meilleurs joueurs de cette année, ou bien la question de Adam Zil, qu'on salue au fait, qui a été déjà invité sur ce podcast. Quelle est l'équipe qui risque de surprendre lors de cette saison 2021 selon vous? Ben, on va garder ces questions-là pour plus tard, quand on va faire notre guide de la saison 2021. On le fait d'habitude à l'écrit et aussi à travers un podcast. On l'avait fait l'année passée, juste avant les Highland Games. On va laisser ça parce que à présent, on ne connaît pas les effectifs actuels des équipes. On ne sait pas quels seront à quoi ils vont ressembler les effectifs avant le début de la saison 2021. Donc, je vous encourage à continuer à nous écouter sur CSA l'érable pour avoir ces réponses-là. Par contre, Yannick, on va un peu changer ta question. Tu as demandé quels seront les 3 attaquants et les 3 défenseurs à surveiller cette saison. On va te passer plutôt les 3 attaquants et les 3 défenseurs qui ont impressionné, selon chacun d'entre nous, pour la saison 2020. Donc, je vais laisser Alex commencer cette fois-ci. Alex, quels sont pour toi les 3 attaquants et les 3 défenseurs que tu as le plus aimé lors des Highland Games? Pour moi, les 3 attaquants qui m'ont le plus impressionné, on va commencer avec Hakeem Garcia, qui a été tout simplement incroyable pour Halifax. Et mon deuxième attaquant qui a vraiment impressionné, c'était Marco Bustos, que bien sûr qui a passé à un cheveu de rafler le prix du MVP, le meilleur joueur de la saison. Puis mon troisième attaquant, c'est Francisco Acuna du Atlético Ottawa, qui a été de loin facilement un ou sinon le meilleur joueur, le plus talentueux dans la Canadian Premier League. Tu voyais vraiment que quand lui, il était sur le terrain, il y a quelque chose qui allait arriver, puis tu voyais vraiment son talent, puis il poussait son équipe vers l'avant. Donc, eux, c'est vraiment mes 3 attaquants. Du côté des défenseurs, le premier, je vais mentionner notre nouveau venu, Mohamed Farsi, qui a vraiment surpris avec son jeu en tant que latéral droit. Il a même été capable de jouer à gauche aussi. Très versatile, très dynamique, et je crois qu'il a un bel avenir devant lui. L'autre défenseur qui m'a vraiment impressionné, c'était la constance de Dominique Zator. D'ailleurs, Tommy Wilden, le coach du Cavalry, avait dit qu'ils avaient passé très proche d'envoyer Dominique Zator en prêt vers la English Championship, qui est la division 2 anglaise, mais que ça n'avait pas marché. Donc, pour moi, la première saison, c'était lui. Pour moi, c'était le meilleur défenseur. Il a montré la même constance dans les Highland Games. Donc, c'est pour ça qu'il est dans mon top 3. Et finalement, peut-être passer un petit peu plus inaperçu, mais je vais mentionner Kading Chung parce que je trouve qu'il a augmenté son jeu. Il a été très solide à sa position pour le Pacific FC. Et d'ailleurs, ça m'avait un peu surpris qu'il n'avait pas été appelé pour
le camp d'entraînement de l'équipe canadienne. Je crois sincèrement qu'il le méritait. Parfait, donc je vais donner les miens avant de te laisser la parole, mon ami Daniel, si tu le permets. Je vais commencer moi aussi par les attaquants, un peu de la même façon que mon ami Alex. Marco Bustos, parce que pour moi, il a été partout. Il a été partout sur le terrain, puis j'ai été déçu de pas le voir rafler un peu le titre de meilleur joueur. J'ai pas été, même s'il a été très bon, Kyle Becker, pour moi, c'était pas le joueur qui a vraiment été irréprochable. Donc, pour moi, Marco Bustos méritait ce titre beaucoup plus. Après, bon, chacun son avis. Hein. Quelque part, les différences sont quand même assez minimes par rapport aux performances des joueurs. Le deuxième attaquant, je dois mentionner Anthony Novak, qui, pour moi, même s'il n'était pas titulaire, même si c'était pas quelqu'un qui a été tout le temps extrêmement bon. Pour moi, c'est le genre de joueur que j'appelle un clutch player. C'est vraiment un joueur qui est là dans les gros moments. Et on l'a vu lors des Island Games, on l'a vu lors de la CONCACAF League. Pour moi, Anthony Novak, c'est un joueur qui m'a beaucoup impressionné avec Forge FC. Puis j'ai hâte de le voir prendre encore plus ce rôle un peu de super sub qu'on l'a vu prendre cette année. Et le troisième joueur, parce que il m'a impressionné, parce qu'il je m'attendais pas à grand chose de lui. Et c'est le fameux Brésilien du côté de Halifax, João Morelli. Morelli, je l'ai trouvé très bon, très fort physiquement, bon techniquement, bon pas extrêmement rapide, mais n'empêche, je pense que c'est le style de joueur qu'on n'avait pas trop en CanPL, puis j'ai bien aimé ce qu'il a apporté. Je suis content d'avoir ce style de joueur-là, parce que je pense que c'est grâce à ces joueurs-là, ce genre d'étrangers-là, que la ligue va s'améliorer. C'est pas quelqu'un qui a cassé la baraque, mais c'est quelqu'un qui m'a impressionné et que j'ai aimé mentionner dans les trois attaquants. Pour les trois défenseurs, je vais pas être très sexy. Je vais nommer en premier Mohamed Farsi, même chose que Alex, parce que il a impressionné tout le monde. Puis on l'a eu ici sur le podcast CSL Érable en tant qu'invité. Puis c'est tout un gars extrêmement sympathique. Puis il a été vraiment très bon cette année. Le deuxième défenseur, je vais nommer Chris Novikinsa aussi, qu'on a reçu ici. Mais j'ai adoré le fait que Chris Novik a réussi à s'emparer du poste de latéral droit au sein de Halifax, et je l'ai trouvé tellement bon, même si c'est plus ce qu'on appelle un latéral droit un peu défensif, même si il a tendance de plus en plus, on l'a vu au fur et à mesure du tournoi, où il avait tendance à beaucoup plus aller vers l'avant. Il a encore quelques petites choses à améliorer, mais c'est quand même très beau d'avoir vu un joueur s'installer dans ce couloir droit et le faire avec brio comme Chris Novikinsa. Et le troisième, c'est Julian Dunn. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, Daniel. Julian Dunn, pour moi, en prêt de la part de Toronto FC, il a été vraiment bon avec Valor. Puis c'est un joueur que j'aimerais. Je pense qu'il a besoin de jouer. Et ce serait à 20 ans. Ce serait dommage qu'il se retrouve sur le banc à Toronto. Si Toronto va pas le jouer, écoute, reprêtez-le en CanPL, parce que ce jeune-là a besoin de jouer. Puis c'est un joueur qui peut devenir extrêmement bon. Daniel, je te laisse la parole pour tes trois attaquants et tes trois défenseurs. Okay, trois attaquants, bien sûr, j'ai Bustos comme tout le monde. Là. C'est presque impossible, c'est un incontournable. J'ai trouvé vraiment qu'il s'est démarqué. C'est un des joueurs que son transfert intra-ligue a fait sentir son manque chez l'équipe chez qui il était et a offert une valeur ajoutée dans l'équipe qui l'a joint. Chaque fois qu'il avait le ballon, il était dangereux. Jordan Brown, honnêtement, c'est le genre de joueur que j'ai trouvé qui a été un peu sous-coté dans la ligue. Pourtant, il a fait quand même 2 bonnes saisons. Il se plaçait bien, il marquait des buts importants, mais j'ai l'impression que peut-être comme il était dans un bon collectif, il se démarquait pas nécessairement. Babouli qu'on a tellement entendu parler de lui avant qu'il joigne la ligue, il est finalement arrivé. Puis c'était comme un peu le monsieur plus. Quand il rentrait, il se passait de quoi. Sa présence physique, elle était importante. Il jouait vraiment le rôle de Joker de luxe pendant la durée des Island Games.
En défense, ben malheureusement, je vais pas être très original non plus. Mohamed Farsi, ben il nous a rapidement impressionnés. Je veux dire, il est arrivé affamé, il a fait des prestations de haut vol, offensivement, défensivement. Il a accepté de jouer défenseur droit, milieu gauche. Il a joué un rôle vraiment fantastique avec le Cavalry, puis il a bien mérité son titre de meilleur joueur U21. Chris Novikinsa, j'ai bien aimé sa progression à travers les 2 saisons. Il prenait des risques, malgré qu'il tenait bien défensivement. Il essayait de monter parfois avec la balle, il faisait pas trop de fautes. Il a pris du leadership. Et ça, c'est un peu mon coup de cœur. C'est Andrew Jean-Baptiste. J'ai l'impression que ce joueur, s'il avait été dans une autre équipe, dans un club qui aurait été plus longtemps dans le tournoi, ben on aurait eu l'occasion de voir l'étendue de son talent. J'ai bien aimé son rôle défensif, sa présence physique, puis il y avait surtout sa tête qui a mené à un but. J'ai vraiment apprécié l'état d'esprit de ce joueur-là. Il se décourageait pas. Et j'ai l'impression que l'année prochaine, il va nous impressionner davantage puisqu'il a quand même de l'expérience. Il arrive avec un bagage USL, il joue un peu en Europe, puis il joue avec l'équipe nationale haïtienne. Puis je pense que l'année prochaine, il va peut-être être un des tauliers de la ligue là. Ouais, effectivement. En tout cas, je pense que chacun d'entre nous a de très bons choix. Après, on a des choix qui se retrouvent aussi, ce qui est quand même assez normal. On va passer aux prochaines questions. On a 3 questions qui un peu se ressemblent. On va un peu y travailler les 3 ensemble. En premier, Alberto Mora, qu'on salue bien évidemment. Est-ce qu'il y aura une équipe au Québec finalement lors de en CAN-PL? Donc des nouvelles par rapport à l'expansion au Québec. Gabriel Aumont qui demande est-ce qu'il y aurait une équipe de CAN-PL, une expansion de CAN-PL à Surrey en Colombie-Britannique, et Maxime Smith qui demande si jamais on a des nouvelles de futures expansions en CAN-PL, un sujet qui passionne à travers le Canada bien évidemment, un sujet que je sais vous passionne aussi, mes 2 amis. Je vais commencer cette fois-ci par Daniel. Daniel Cameron, je veux avoir ton avis et tes nouvelles et ton expertise sur les nouvelles que tu as pu découvrir par rapport aux expansions en CAN-PL. Tu avais écrit un article long et large là-dessus sur Culture Soccer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet article en bref et aussi nous donner les nouvelles que tu as eues depuis, parce que c'est quand même l'article date depuis plus d'1 an déjà. Ouais, ben en fait, l'article date de bientôt 2 ans, puis tellement il y a pas eu beaucoup d'annonces ces dernières années que il aurait pu être écrit hier qu'il aurait pas été démodé là. En fait, à part Ottawa, les cinq autres villes que j'avais nommées, c'est pas passé grand-chose là. Dans le temps, j'avais parlé d'Ottawa, puis effectivement, ça s'est confirmé, donc 1/6. J'avais parlé de Saskatoon. Jusqu'à maintenant, ça semble être le projet le plus avancé avec nos amis. Il y a eu les Saskatchewan Soccer Summer Series. On a eu des invités qui étaient venus parler de ça avec Matt, qui était venu il y a plus qu'1 an, je crois maintenant. J'avais parlé de Surrey en Colombie-Britannique, comme la question en parlait. Laval au Québec, ça aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles. Moncton au Nouveau-Brunswick et St. John's, Terre-Neuve et Labrador. Concernant le Québec, ben il y a notre ami Quentin Parissis de Québec Soccer qui a parlé d'un projet qui avance pas mal, mais qui est retardé par rapport à la COVID, et il avait parlé même d'un stade qui a eu des contacts avec la ville de Québec par rapport à ça. Dans la grande région de Montréal aussi, il semble avoir des avancées, mais on n'a pas vraiment plus d'informations. Quentin a réussi à avoir des informations là-dessus, mais tout le monde est comme en stand-by. La Ligue aussi a dit que c'est un peu en stand-by par rapport aux expansions.
Sinon, euh, pour euh, Surrey, ben, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles. Dans le temps, c'était quelque chose qui était souvent, on revenait là-dessus. La ville avait même un projet de stade et tout, puis c'est un peu tombé aux oubliettes. Là, on parlait dans la même région que Surrey de Langley, qui est dans la région de Fraser Valley, qui est pas très loin de Surrey. Surrey, pour ceux qui connaissent pas, c'est à peu près à 40 kilomètres, 40 minutes en voiture de Vancouver, là. Donc, c'est pas à côté. Donc, ça pourrait être euh, un choix intéressant. Après, il faut qu'il y ait des investisseurs. Il y avait eu des rumeurs de Transfer Market que des clubs de Bundesliga voulaient venir au Canada. Puis là, rapidement, on a parlé de Vancouver, de la ville de Vancouver. Donc, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui se passait dans la région métropolitaine de Vancouver, Surrey serait une candidate idéale. C'est en plein développement démographique et de la construction là-bas qui se fait. Puis ça permettrait à Pacific FC d'avoir un rival. Pour le Québec, ben, la Ligue le dit à maintes reprises, c'est une priorité. Par contre, il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait des stades. Là, pour l'instant, que ce soit dans la ville de Québec, dans la grande région de Montréal ou même ailleurs, il n'y a pas vraiment de nouvelles concrètes qu'on a eues ces dernières années. Là, on a des éclaircies par-ci, par-là. La Ligue a confirmé qu'il y avait des groupes, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une construction de stade, il n'y a pas de promesses municipales, il y a rien. Et donc, peut-être qu'on aura le droit à une surprise comme avec l'Atlético Ottawa, là, c'est-à-dire un investisseur, un club étranger qui arrive et qui met l'argent, mais il faut que le stade soit prêt. Pour l'instant, ça serait un peu difficile. Sinon, je sais qu'en Ontario, on sort tout le temps des villes du genre Mississauga, Kitchener-Waterloo, voir London, Newmarket. Dans la grande région de Toronto, il y a tout le temps des rumeurs parce qu'il y a quand même de la population puis des compagnies. Donc, on verra bien. Là, j'espère. Pour 2021, je suis pas très optimiste pour des expansions. Ben, ce serait compliqué, en tout cas, après l'année qu'on vient de vivre en CanPL et à travers le monde avec la pandémie. On a su que la CanPL a eu des problèmes. On a entendu plusieurs rumeurs à droite et à gauche, donc c'est normal, comme toutes les ligues dans le monde. Alex, ton petit avis par rapport aux expansions en CanPL? Est-ce que tu as des nouvelles, que ce soit au Québec, que ce soit à Surrey ou bien ailleurs, comme nous demande Maxime Smith? Il demande n'importe où, en fait. Ouais, je peux mettre ça dans un autre format. Ça va être style, qu'est-ce que je sais, style, prédiction, style, feuille de route. Fait que pour 2021, il faut pas s'attendre à grand-chose à cause du COVID. Ça ralentit tout le monde. Puis ça, c'est pas juste la CanPL, c'est presque toutes les ligues qui en sort un peu amoché. Moi, ma première prédiction, c'est le Québec, parce que le commissaire a dit que le Québec, c'était sa grosse priorité. Comme notre fait que moi, je pense que ça va être 2 expansions au Québec. Je pense que c'est vraiment là-dessus qui planche. Fait que moi, je crois à la ville de Québec et la grande région de Montréal. Euh, c'est sûr que je crois que Québec est plus avancé, mais dans la grande région de Montréal, c'est sûr qu'on avait entendu Laval, mais aussi peut-être l'île de Montréal. Faut pas oublier que on a des clubs CanPL qui utilisent des stades existants de la Ligue canadienne de football. Euh, donc, tu sais, c'est pas farfelu de penser que un club pourrait peut-être occuper un stade qui existe déjà sur l'île de Montréal, que ce soit, je sais pas, ça c'est juste ma spéculation, le stade Percival Molson de l'Université McGill, de la même façon que le Valor utilise le Investor Group Field à Winnipeg, ou de la même façon que Forge utilise le stade Tim Horton Field à Hamilton. Je vois pas en quoi ce serait impossible, point de vue infrastructure. Ma deuxième prédiction, c'est que quand la Ligue aura réglé la question du Québec, parce que ça, c'est leur priorité numéro 1 absolue, puis je pense que ça va se faire en paire, parce que je pense que la Ligue a eu une tellement mauvaise expérience avec la gestion
d'une ligue avec un nombre impair de clubs que je pense qu'ils veulent plus y retourner. Puis je pense que ça va se faire par groupe de 2. Donc, moi, je dirais les 2 prochaines seraient Saskatoon à cause du Saskatchewan Series, donc qui va être affecté cette année à cause du COVID, parce qu'il y avait eu des plans pour que le club de Saskatchewan, le Saskatchewan Select joue quelques parties hors concours avec d'autres clubs à travers le Canada. Je pense que ça va être la prochaine expansion en Saskatchewan. Ensuite, Daniel a parlé de la Colombie-Britannique et il a aussi touché sur la rumeur avec la Bundesliga. Autre point à ajouter sur Surrey, il y a des projections qui disent que la ville de Surrey la population de la ville de Surrey va surpasser celle de la ville de Vancouver. Donc, moi, idéalement, je trouve que ce serait idéal qu'il y ait un stade à Surrey. Mais en plus, eux, ils ont des projets d'allonger le métro. Je pense que le métro va déjà à Surrey, mais ils vont avoir plus de liens rapides avec Vancouver. Mais c'est vrai que j'ai entendu plus de bruit pour Langley. La troisième vague d'expansion, faut pas vous surprendre si c'est l'Ontario. Ça va être très centré sur l'Ontario. Puis c'est normal parce que une grosse partie de la population canadienne vit en Ontario. Il y a toujours le projet de stade pour Mississauga qui est encore à l'Hôtel de Ville parce que l'Hôtel de Ville a commandé une étude pour la faisabilité d'un stade dans Mississauga qui est vraiment en explosion là-bas. Ils font pousser un centre-ville de nulle part, puis c'est une ville qui a presque 700 000 à 800 000 habitants. Ensuite, il y a Kitchener-Waterloo. Il y avait un article qui disait que dans la région de Waterloo, tu avais l'université de Waterloo qui veut faire une rénovation complète des stades là-bas. Fait qu'il y a 2 stades universitaires là-bas, puis il y a un des 2 stades qui mentionnait dans l'article que le terrain aurait les normes FIFA, puis ils allaient tout rénover, les estrades, les vestiaires, le système de son, l'éclairage, l'écran géant. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare à Kitchener et Waterloo. Fait que ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le hub technologique en Ontario. Donc, toutes les compagnies high-tech, toutes les compagnies d'ordinateurs. Donc, vous avez une population de presque 500 000 personnes, très jeunes, donc idéal pour le foot. Et la dernière vague d'expansion, je pense que ça va être dans les maritimes pour tenir compagnie à nos amis, les Wanderers d'Halifax. Donc, je crois que Moncton et Saint John seraient d'excellents candidats. En tout cas, c'est très complet, comme je vous ai dit, ça déchaîne les passions ici sur Culture Soccer et sur CS à l'érable. Vraiment, le côté des expansions, c'est la chose la plus attendue par tous les amoureux du soccer canadien. Moi, à mon avis, aussi, je vais plus aller dans les prédictions et essayer d'ajouter un peu à ce que mes compères ont dit. Je pense que la Ligue n'aura pas de nouvelles expansions avant d'en avoir nommé au Québec. Je pense que c'est juste pas possible. Dans la stratégie, quand on avait reçu ici David Clanahan, sur le podcast, on a senti cette ambition de vouloir passer par le Québec en premier. Après, c'est sûr, tout ce que vous avez mentionné, ça a l'air très intéressant. Ça a l'air des projets quand même avancés. N'empêche, je pense que ça passe par une présence de la CanPL au Québec. Parce que sans une présence de la CanPL au Québec, tu perds quand même une grosse légitimité. Tu as parlé un peu plus tôt, Alex, du fait que l'Ontario, c'est la province la plus peuplée du Canada. Effectivement, c'est vrai, c'est normal. Par contre, le Québec n'est pas loin après, est bien ancré comme deuxième province la plus peuplée et pas de très très loin. Donc bref, je pense que ça passe par là et je serais très étonné que la CanPL n'arrive pas à ses fins. Je suis sûr que ça va arriver bientôt. Il faut attendre. On a eu plusieurs indices, que ce soit sur Québec Soccer ou que ce soit par mes deux partenaires ici. Mais je pense que ça passe par là avant d'aller ailleurs. Après, bon, je pense que ce serait intéressant aussi que la Ligue touche des marchés qui sont grands, oui, mais aussi des marchés qui sont aussi où il y a moins d'équipes sportives, où les gens veulent se divertir. Je pense que ce serait très intelligent de faire ça. Donc, bref, j'ai hâte de voir quelles sont les prochaines nouvelles de la part de la CanPL par rapport aux expansions. Et je suis sûr que on en verra, je pense, à partir de 2022, pas en 2021. Donc, il va falloir voir déjà comment cette année va se passer avant d'avoir un nouveau, je pense, un nouveau départ en 2022. Donc,
on verra de ce point de vue-là. Je passe à une autre question qu'on nous a posée, c'est Matt B, qu'on salue aussi, qui a déjà été invité ici sur ce podcast pour parler du Fury d'Ottawa. Il nous a posé une question, envisagez-vous une saison normale, à moitié normale ou en forme de bulle en Canadian Premier League? Je vais donner ma réponse en premier, cette fois-ci. Pour moi, j'ai comme l'impression que ce sera à moitié normal. Qu'est-ce que je veux dire par à moitié normal? Je pense qu'il est temps que le Canada réalise que bon, le virus est là pour rester. On a déjà plusieurs vaccins qui sont en train d'être distribués. Je pense qu'il est temps de retourner au quasi normal ou proche du normal. Donc, je pense qu'on va avoir une saison à moitié normale. Qu'est-ce que je veux dire par à moitié normal? Je pense que la saison ne commencera pas avant le mois de mai, donc beaucoup plus tard. Par contre, on aura une saison avec les mêmes genres de matchs où il y aura peut-être du public, mais peu de public, donc un public limité. C'est mon avis, c'est basé pas sur grand-chose de concret, mais j'ai comme l'impression qu'on va aller par là. Daniel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Quel est ton avis par rapport à cette question de Matt B? Est-ce que tu envisages une saison normale, à moitié normale, ou en forme de bulle en Canadian Premier League en 2021? Moi, je pense qu'on aura une saison normale. Dans le sens normal, dans le sens que les matchs vont être joués dans les terrains. Après ça, est-ce qu'il y aura des spectateurs? Ça, je pense que ça va dépendre de chaque ville et province selon la situation à ce moment-là. Mais je pense que là, on est en mesure de bien se préparer puis d'établir des protocoles sanitaires. De toute façon, c'est dans le même pays. Là. On peut pas vraiment comparer avec les autres ligues qu'on connaît en Amérique du Nord parce que là, la Canadian Premier League, elle est exclusivement au Canada, donc on n'aura pas le problème de rentrer et sortir du pays. Donc moi, je pense qu'on est en mesure d'avoir une saison normale. Donc c'est considéré comme à moitié normal peut-être, jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ni en forme de bulle, ni en forme de carré, en forme de rectangle. Ben moi, je pense que ça va être une saison normale avec un astérix. Je pense que au début, ça va être dans des stades vides. La Ligue d'ailleurs avait publié un communiqué où est-ce qu'ils affirmaient clairement leur désir d'avoir une saison en 2021. Fait que l'option de pas avoir de saison en 2021, ça va pas arriver. Deuxième raison, c'est que la Ligue nationale de hockey vient de un peu créer le précédent de laisser les clubs canadiens jouer une contre l'autre et de voyager à travers le pays pour s'affronter une contre l'autre. Alors ça vient un peu créer le précédent où est-ce que ce serait très difficile aux gouvernements provinciaux de refuser la même chose à la Ligue canadienne, à la première Ligue canadienne. C'est sûr que on parle des gouvernements provinciaux, donc ce serait correct pour la Colombie-Britannique, l'Alberta, je pense au Manitoba, Ontario et Québec, qui ont toutes des équipes de la Ligue nationale de hockey. Je suis pas sûr si c'est encore le cas, mais je sais que dans les Maritimes, ils avaient leur propre bulle, fait que ce serait peut-être un peu plus difficile de convaincre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, mais au pire, si tu es dans des stades fermés ou est-ce que pas de fans, est-ce que je crois que c'est faisable d'amener le club d'Halifax à Ottawa ou dans la région de Toronto pour jouer ses matchs. Au pire, si ça marche pas avec la Nouvelle-Écosse. Une autre raison pourquoi ils doivent tenir leur saison, c'est parce que oui, tu es dans un stade, tu joues pas de fans, mais est-ce que tu peux vraiment te permettre de disparaître pendant un an? Puis, il faut pas oublier qu'ils ont des ententes avec CBC, la télévision nationale. Donc, c'est le genre d'exposition que tu as besoin. Tu as besoin de montrer ton produit d'un océan à l'autre. Et il y a moyen de faire avec des stades fermés. Donc, je vois pas la raison pourquoi ils disputeraient pas une saison complète. Puis, je pense que si la campagne de vaccination s'accélère et ça va mieux, je pense que dépendamment quelle province, ça se peut qu'ils laissent quelques fans rentrer dans le stade. Puis, comme on voit que le gouvernement fédéral fait la vie dure aux Raptors de Toronto pour la NBA, puis les Blue Jays de Toronto, parce qu'ils refusent que les clubs américains viennent au Canada et
fasse l'aller-retour. Ça se peut très bien que la CPL soit la seule ligue pro à disputer des matchs au pays. Et ce serait vraiment stupide de pas profiter de cette opportunité. Parfait, parfait. Donc ça c'est par rapport à ce que aux expansions, pardon, à la saison 2021. Notre réponse, j'espère que ça t'a plu, Matt. On passe au prochain, c'est Live Minnesota's French Blood. Donc on le salue aussi, c'est un supporter en France qui nous suit fidèlement. Pourquoi la CanPL ne fait pas de forcing auprès de EA Sports pour apparaître dans les FIFA? Pourtant, ce serait un coup de pub assuré. Donc, on parle de console, jeux vidéo. C'est quand même très intéressant ce qu'il dit. Daniel, je sais que t'as quelque chose, t'as déjà des infos là-dessus par rapport à ce qui s'est passé entre la Ligue et le jeu FIFA. Oui, effectivement, David Cunahan en avait parlé, le commissaire de la Ligue en avait parlé en mars 2019, qu'ils ont rencontré EA Sports, que ça s'est bien passé, puis que même les bureaux EA Sports FIFA est basé à Burnaby, en banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, il y a des contacts. L'année passée, la Ligue a même organisé des jeux e-sport dans chaque ville où il y a un club. Malheureusement, si je me trompe pas, ça n'a pas eu lieu ou ça avait été interrompu en raison de la pandémie. Donc, il y a des contacts. Après ça, habituellement, comment ça marche pour FIFA pour introduire des nouvelles ligues? C'est que il y a des votes qui se font sur le site et la ligue qui obtient plus de votes est dans l'édition suivante. EA Sport dans le temps s'était dit intéressé, mais comme ils ont dit pour des raisons budgétaires et de droits des joueurs, peuvent pas non plus avoir un nombre illimité de joueurs. Donc, je pense que ça va venir éventuellement, mais va falloir que les joueurs de FIFA au Canada répondent présents quand ça va être le temps de voter. Non, effectivement. Et Alex, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus ou pas vraiment? Pas vraiment de nouvelles, mais en finale, les affaires, c'est les affaires. C'est sûr que la Ligue voudrait être dans les jeux FIFA, mais la décision revient à la compagnie EA. Il faut eux, ils vont prendre des décisions basées sur le fait, est-ce que si je rajoute la CPL, est-ce que le nombre de jeux ou de téléchargements va augmenter? Ouais. En bout de ligne, ça revient platement à ça. Est-ce que ça va se Ouais. faire un jour? Je suis sûr. Maintenant, pas sûr. Ouais, non, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est encore trop tôt. On a encore une ligue complètement nouvelle qui commence à peine à faire surface. Après, bon, on nous voit déjà ce Football Manager. Donc, Live, si jamais tu veux jouer avec les clubs de CanPL, ce Football Manager, il y a déjà un add-on que tu peux mettre et jouer à la Canadian Premier League. Donc, je te conseille de faire ça. Déjà, pour commencer. Donc voilà ma réponse assez rapide. On passe après, je pense qu'on a plusieurs questions par rapport aux équipes nationales et surtout l'équipe, en fait seulement l'équipe nationale masculine. En premier de Damien Meunier, qu'on salue aussi, qui est français vivant au Québec. Il a plusieurs questions par rapport à l'équipe nationale. On va commencer rapidement, on va juste passer rapidement sur la première question. Quelles sont les chances de voir le Canada à la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Rapidement, on commence par Daniel. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, pour 2022, on en a déjà parlé plusieurs fois là, que le calendrier est changé comme 4-5 fois. Mais je pense que si on réussit, malgré la pandémie, à avoir tous nos joueurs, notre équipe type, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter, là. Il est comme, excusez-moi, on n'a pas à s'inquiéter pour se rendre au Ocho. Ouais. Mais après ça, ça devient un match à la fois, là. Mais je pense tant qu'on arrive à avoir l'équipe type dans les matchs internationaux, dans les matchs qualificatifs du début à la fin, c'est possible. Mais il va falloir vraiment être capable de faire des prestations
régulière contre les grosses équipes de la CONCACAF, que ce soit les États-Unis, le Mexique, Costa Rica. Donc, c'est pas, tu sais, là, il faut vraiment passer au niveau, montrer qu'on est capable d'être une grande équipe de la CONCACAF et pas juste grand contre les petits, mais petits contre les grands. Effectivement, et je veux juste répéter un peu le format pour cette qualification. Premier tour, c'est une phase de groupe. Le Canada se trouve avec le Suriname, les Bermudes, les îles Caïmans et Aruba. Il va falloir finir premier de ce groupe-là pour passer au second tour, où on va jouer contre le gagnant d'un autre groupe composé par le Haïti, Nicaragua, Belize, Sainte-Lucie et les îles Caïcos et Turques. Turc et Caïcos, par contre, le gagnant, il y aura un match aller-retour entre les deux premiers de ces groupes-là. Si jamais le Canada s'impose dans ce match aller-retour-là, à ce moment-là, il se qualifie à la troisième phase, qui est le Ocho, comme l'a appelé Daniel. Un Ocho où c'est 8 équipes. Et ce sera une ligue de nouveau, donc des matchs aller-retour entre toutes les équipes. Un Ocho où 5 équipes sont déjà qualifiées, le Honduras, les États-Unis, le Costa Rica, le Mexique et la Jamaïque. Donc tu as mentionné les trois gros, Daniel, un peu plus tôt, Mexique, Costa Rica et États-Unis. Par contre, la Jamaïque et le Honduras, c'est pas de petites équipes non plus. Donc bref, il va falloir vraiment performer dans le tournoi pour y arriver en 2022. J'y crois moyennement. Je pense que il va falloir sortir des matchs extraordinaires pour y arriver, mais je pense qu'on a des chances de le faire. Alex, t'en penses quoi? Est-ce que c'est possible pour 2022? Est-ce que c'est réaliste pour Équipe Canada de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Moi, je pense que les chances sont raisonnablement bonnes. Pour plusieurs raisons. Fait que, premièrement, sortir du groupe là en première ronde, ça, à mon avis, tu dois absolument. Pas le choix. Pas le choix. Deuxième ronde, si c'est Haïti qui est toujours sans entraîneur jusqu'à l'heure qu'on se parle, d'après ce qui se passe encore, tu dois passer. C'est tout à fait prenable. Puis le contexte, faut aussi revenir au contexte. Le match qu'on a perdu contre Haïti en Gold Cup, c'était incroyablement un manque de préparation. Il avait préparé le club pour le Costa Rica, mais pas pour Haïti. Puis, d'ailleurs, il y a eu un peu de moquerie de la part du coach haïtien. Je pense qu'il a eu sa leçon, puis je pense qu'on va être extrêmement bien préparé pour la deuxième ronde. Pour la ronde des 8, je crois que je vais peut-être être un peu ambitieux, mais je pense que n'importe quoi qui est en bas de 4e serait une déception. Je pense qu'on est capable de finir dans le top 4. Je sais que le top 3, c'est ce qui t'amène directement en Coupe du Monde. Et le 4e rang, ça te donne accès aux séries intercontinentales contre une équipe d'un autre continent. On a prouvé que les États-Unis étaient prenables. Les États-Unis ont prouvé qu'ils n'étaient pas infaillibles, surtout si on juge à l'ancienne ronde. Je crois qu'on a les éléments pour y arriver, surtout avec la saison extraordinaire de Stefano Stacchio, qui est un des meilleurs milieux de terrain au Portugal. Et sa spécialité, c'est d'être capable de détruire les blocs défensifs. Et ça, c'est une qualité que le Canada manquait. Parce que si on arrivait contre des clubs et jouait un bloc défensif, on avait beaucoup de difficultés à les briser. Une équipe qui était vraiment bien organisée défensivement. Et Eustachio, c'est une de ses spécialités. Je crois qu'on a amené du 109 à la défense centrale. Donc, au moins, on va être capable de voir qu'est-ce qu'on a sous la dent. On a beaucoup de profondeur chez les latéraux. Et c'est vraiment la profondeur qui va faire la différence. Parce que là, on va jouer plus de parties par fenêtre de FIFA pour la qualification de la Coupe du Monde. Donc, faire une rotation tout en étant capable de garder un niveau élevé de compétition, c'est ça qui va déterminer si on passe ou on passe pas. Puis je pense qu'on a assez de profondeur globalement pour y arriver. Mon point d'interrogation, c'est le coaching.
point d'interrogation parce que des fois, il peut te sortir une stratégie incroyable et le lendemain, il va te sortir, tu te demandes qu'est-ce qu'il vient de faire là. John Herdman à son haut niveau, en tout cas, on le connaît bien évidemment, Alex. Bref, Alex a l'air confiant. Je veux juste préciser par rapport à la 4e place. Parce qu'il a mentionné, oui, on sera qualifié à ce moment-là pour une compétition entre différentes confédérations. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura 4 équipes de 4 confédérations différentes en Asie, la CONCACAF, la CONMEBOL, donc l'Amérique du Sud, et puis l'Océanie. Il y aura les 4 équipes vont s'affronter. Il y aura en fait 2 matchs aller-retour. Donc, il y aura par exemple, disons, l'équipe de l'Asie asiatique contre l'équipe de la CONCACAF, puis l'équipe de la CONMEBOL contre l'équipe de l'Océanie. Les 2 vainqueurs de ces matchs aller-retour qui ont été décidés, ils seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, il y aura 2 chances sur 4 de passer après coup. Mais bon, on s'entend que c'est quand même 2 matchs supplémentaires à ce moment-là, après avoir joué tous ces tours de qualification. Donc, ce sera une campagne quand même très, très, très compliquée pour le Canada, au cas où ça marche. On va passer aux autres questions un peu plus rapidement, si possible. Damien, je suis vraiment désolé. Les villes qui seront choisies pour 2026, ce serait de la pure spéculation. On ne sait pas. Du côté du Canada, il y a 3 villes qui sont retenues. On sait qu'il va y avoir 10 matchs au Canada. Les 3 villes retenues, c'est Toronto, Montréal et Edmonton, si je me trompe pas. Donc, c'est les 3 villes choisies. Est-ce que les 3 vont être choisies ou est-ce qu'il y aura juste 2 villes avec 5 matchs chacun? On ne sait pas encore. On va pas rentrer dans les spéculations. Donc, je vais un peu sauter cette question-là. Quels devraient être les futurs talents canadiens à aller évoluer au top niveau européen? Rapidement, juste en nommant des noms comme ça, les amis. Alex, tu as mentionné Steven Eustáquio. Est-ce que pour toi, il y a quelqu'un d'autre à aller au top niveau européen? C'est sûr, Eustáquio joue en Ligue portugaise, en première Ligue portugaise, mais en Liga Sagres. Mais est-ce que tu en verrais d'autres qui iraient au top niveau? Je vais être plate parce que je vais pas nommer, je vais pas spéculer sur les jeunes qui sont dans nos académies. Ça va. C'est trop difficile. Je vais aller avec le vraiment évident. Théo Corbianou qui frappe à la porte des Wolverhampton Wolves en première ligue anglaise, Premier League. Et Liam Miller, ça va vraiment dépendre de comment il va performer en League One, la 3e division anglaise, parce qu'il a comme mission d'aider le club Carlton Athletic à gagner sa promotion en Championship. Il a signé avec Liverpool une extension de contrat, donc Liverpool croit en lui. Donc Liam Miller, là, il a sa chance. Fait que s'il impressionne, pas impossible qu'il soit vendu à un club top 5 ou qu'il ait peut-être un jour une chance à Liverpool. Sinon, aujourd'hui, on a entendu qu'il y a des clubs français qui sont intéressés à Karl Larin, puis qu'il y a des clubs allemands et anglais qui le suivent. Donc, pour moi, ce seraient les 3 plus évidents. Sinon, le reste, c'est un peu beaucoup de spéculation, puis surtout que la saison 2020 avait rien de normal. Moi, personnellement, j'ai rien à ajouter sur ces 3 noms. Daniel, Cameron, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces 3 noms-là? Moi, je dirais, il y a Akinola s'il poursuit sur sa lancée. Là, on ne sait pas encore s'il va jouer avec l'équipe nationale canadienne au niveau international. Il a été appelé pour le Canada pour le camp de janvier, même s'il a déjà joué avec les États-Unis en décembre. Donc, Monsieur Akinola, il se laisse désirer et puis il hésite entre les deux là. Juste un petit point supplémentaire, Daniel. Mais oui, vas-y. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ouais, c'est ça, mais c'est le genre de joueur que s'il poursuit sur sa lancée, il peut avoir un profil intéressant. On a vu qu'on a eu des attaquants canadiens qui ont quand même bien joué en Europe. Donc, ce serait pas impossible. Hein. Donc, c'est le joueur, celui que j'ajouterais pour l'instant. Sinon, je veux pas trop spéculer dans des espoirs qui pour l'instant, actuellement, c'est trop tôt pour parler des autres, sinon. Ouais, effectivement. Écoute, je veux juste ajouter, par rapport à tout ça, je veux souligner surtout Kyle Larin, qui joue maintenant à Beşiktaş. Il est en feu à Beşiktaş. Il a marqué un quadruplé il y a quelques jours de ça. On est le 12 janvier aujourd'hui, donc le 6 janvier contre Rizespor, il a marqué un quadruplé. Il a aussi marqué le 10 janvier, donc il y a juste 2 jours contre Hatayspor.
et il a aussi marqué le 28 décembre. Donc, sur les 4 derniers matchs, notre ami Kyle Larin avec Beşiktaş, c'est 6 buts, une passe décisive. Il est en feu. Et pourtant, sur ces 4 matchs-là, il y a une fois où il a été remplaçant. Il n'est même pas titulaire. Donc, bref, il est en feu, donc je comprends très bien pourquoi Alex, tu l'as mentionné, et je pense que effectivement, on a tendance à penser que Larin est maintenant vieux parce qu'on le connaît depuis quand même assez longtemps, depuis le temps où il était à Orlando, mais on n'oublie pas que Kyle Larin, il a juste 25 ans, hein, 25 ans, c'est très très jeune pour un attaquant de pointe, donc on verra, surtout qu'il a ajouté une corde à son arc parce que il est capable maintenant de jouer sur l'aile. Donc voilà. Pour la dernière question, Damien, on va malheureusement pas y répondre parce qu'on n'a plus trop de temps dans le podcast. On va laisser la place à quelqu'un d'autre il a demandé comment faire pour monter la compétitivité dans la CAN-PL. Je vais laisser ça passer parce que il y a plusieurs options à faire et je pense que ça pourrait prendre un podcast complet. Donc, mes excuses, Damien, mais on va passer à la question de Michael Miller, qu'on salue, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent pas Michael Miller, Premier Podcast, un super bon podcast sur le soccer canadien, qui est fait le plus souvent en anglais, mais avec quelques émissions de temps en temps en français. Sa question, c'est est-ce que l'impact du mondial 2026 sur le soccer canadien en général est surévalué, considérant le fait que seulement une poignée de matchs sera jouée au Canada. Donc, on le sait, tout le monde parle du fait que la Coupe du Monde 2026 va donner une nouvelle dimension au Canada. Par contre, on a tendance à oublier que le Canada ne va recevoir que 10 matchs de cette Coupe du Monde-là, qui va être quand même une Coupe du Monde avec, je ne me rappelle plus le nombre de matchs, mais à peu près au-dessus de 80 matchs. Donc, bref, est-ce que pour vous, l'impact de cette Coupe du Monde-là est surévalué? Ça va pas y avoir un aussi gros impact que ce qu'on pense. Je vais laisser Alex commencer, tiens, cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Alex? Bonne question de Michael, que je salue en passant. Je pense pas que c'est surévalué parce que dès qu'on parle Coupe du Monde, même ceux qui sont pas intéressés au sport ou les casuals, tout le monde retient son souffle. La Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Puis peut-être que ça prend quelques matchs au Canada pour qu'ils disent, attention, je pense qu'il se passe de quoi. Peut-être que ça vaut la peine de regarder. On parle aussi de 2026. Faut pas oublier qu'il y a un changement générationnel. Fait que je pense que plus de monde qui vont être accros. Qui vont plus embarquer dans le bateau, puis je pense que ça va avoir des répercussions très positives sur les choses à venir, donc le soccer canadien en général. Ça veut peut-être dire que c'est là que notre ligue domestique va passer à l'ère 2.0 parce qu'il y a assez de monde qui va... Tu sais, t'as comme lu le tease de la Coupe du Monde, puis là, tu planes sur un high, puis là, c'est peut-être le temps de passer aux choses sérieuses pour notre ligue domestique. Pour ce qui est, il touche un bon point. C'est vrai qu'on aura une poignée de matchs. Tu sais, là-dessus, tu sais, est-ce qu'on va vraiment seulement avoir 10 matchs? Je sais pas. Est-ce que ça va vraiment être seulement les 10 matchs, pas plus loin qu'au-delà de la ronde des 16? Je suis pas sûr. Parce que Victor Montagliani l'avait dit en entrevue à One Soccer que oui, ils ont soumis le cahier de la soumission pour organiser la Coupe du Monde, mais au final, c'est FIFA qui décide. C'est FIFA qui prend toutes les décisions. FIFA peut prendre des décisions de façon complètement unilatérale. C'est eux qui ont le dernier mot. Puis il faut pas oublier que c'est une soumission nord-américaine puis pas américaine. Je crois que c'est évident que la majorité des matchs va être aux États-Unis, mais je serais extrêmement choqué et surpris si on n'a pas des matchs de demi-finale ou quart de finale. Je serais extrêmement surpris que ce soit pas plus étalé tout au long du tournoi. Puis si c'est vraiment ça qui se passe, je pense que l'impact va être aussi gros qu'on l'espère. Pas autant que 94 parce qu'on l'organise pas tout seul, mais non, ça va être un game changer pour le Canada, absolument. Ouais, je pense aussi que ça va être un game changer. Mais avant de donner mon avis, je vais laisser Daniel Cameron commenter. Ben moi, j'ai l'impression que ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on va vraiment avoir 10 matchs, puis est-ce que ça va vraiment être 3 villes. À partir de là, il y a aussi un autre facteur important, c'est le parcours de l'équipe nationale canadienne.
Je veux dire, est-ce qu'à ce moment-là, on aura une bonne équipe? Est-ce qu'elle va pouvoir se rendre loin? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes au Canada par rapport à ça. Puis on dirait que c'est comme un peu genre, même les dirigeants de la Canadian Premier League, ils ont beaucoup d'espoir par rapport à ça. Puis j'espère que ce soit comme un tournant, peut-être qu'il y aura plus d'intérêt pour la Canadian Premier League ou pour le soccer canadien en général. Donc j'ai l'impression que si on a trop d'attentes, on va être déçu. Puis moi, après que j'ai vu un peu l'évolution des candidats, c'est que finalement il y a juste 3 candidatures pour 3 villes potentielles, ben ça m'inspire pas tant que ça, je dois vous avouer. Là, j'ai un peu perdu l'optimisme initial. Donc j'espère que oui. J'espère vraiment que oui, puis que tout le pays va suivre et que finalement on aura 3 villes, et que peut-être qu'on aura même plus que 10 matchs, puis que l'équipe nationale canadienne va se rendre loin. Mais est-ce que ça va vraiment être... Moi, je suis plutôt mitigé par rapport à l'impact éventuel. J'ai l'impression que plus on se rapproche, plus mon opinion change un peu sur le sujet parce que la Coupe du Monde, tu sais, on n'est plus en 94, on est à une époque où déjà les gens suivent déjà la Coupe du Monde. Ça va vraiment dépendre de ce que l'équipe nationale canadienne va avoir un bid, va se qualifier automatiquement à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y aura des performances intéressantes? C'est plusieurs facteurs, puis pour l'instant, je suis pas convaincu. Ouais, ben écoute, j'ai comme l'impression, je veux pas être complètement rejeter ce que tu viens de dire, Daniel. Par contre, j'ai comme l'impression aussi que notre mood, tu dis que au fur et à mesure qu'on approche, on commence à être un peu plus sceptique. Mais j'ai comme l'impression que le confinement est pas là. Donc c'est le confinement qui parle, Daniel, je pense, pour toi là. Mais non, pour être un peu plus sérieux, ouais, c'est sûr que on voit rien de positif aller positivement envers le Canada, mais très sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans la sphère et dans l'univers du ballon rond maintenant à cause des répercussions de la pandémie? Il y en a très peu. Donc je pense qu'il va falloir attendre que le monde dépasse un peu la pandémie pour qu'on commence à voir un peu le bout du tunnel et qu'on commence à avoir un peu plus de nouvelles positives par rapport à tout ce qui a trait à la Coupe du Monde 2026. On est encore loin, il y a encore aussi la Coupe du Monde 2022, donc c'est normal aussi. Faut aussi voir, je sais que la FIFA était supposée venir visiter les installations, ça a été reporté à plusieurs reprises à cause de la pandémie. Donc bref, il y a plusieurs choses qui ont été repoussées au fur et à mesure à cause de tout ça. Par contre, pour répondre à la question de Michael, je veux juste dire quelque chose. Le Canada n'a jamais organisé la Coupe du Monde, que ce soit même un seul match. Donc, pour moi, passer de 0 à 1 ou 10 ou juste des phases de groupe, on est déjà en train de faire un pas de géant. C'est la plus grande compétition au monde. Plus grande compétition au monde. Plus grand événement, plus grand événement, pas juste sportif. C'est le plus gros événement au monde. Point. De tous les sports, de toutes les cultures, de tout ce que tu veux. C'est ça. C'est la Coupe du Monde de soccer. Il n'y a rien de plus gros. C'est le plus gros événement. Donc, tu arrives là à un moment où on est en train de se demander si on va avoir 2 matchs ou 10 matchs. Ben, qu'on ait déjà un, c'est déjà énorme. Après, bon, est-ce que l'impact va faire en sorte que on va passer d'une équipe, d'une ligue qui a 8 clubs à une ligue qui a 125 clubs d'ici à 4-5 ans? Non, c'est sûr, ça va pas être autant. Par contre, je pense que quel que soit le nombre de matchs qu'on va jouer, je pense qu'il va y avoir un impact positif assez gros, mais peut-être pas aussi énorme que ce qu'on peut penser, et peut-être pas aussi peu énorme que ce que les plus sceptiques pensent. Donc, je pense qu'on va être entre les deux en général. Donc, une poignée de matchs dans la question de Michael, je pense déjà à un match qu'on n'a pas le droit de vraiment dénigrer juste un seul match de Coupe du Monde au Canada. Donc, ça c'est mon avis sur la question.
je vais vous laisser un dernier mot pour parler un peu, un mot pour fermer un peu, pour clôturer ce podcast de chacun d'entre vous, les amis. Je sais pas si vous voulez revenir en une ou deux phrases sur une des questions. Donc, je vais commencer en premier par toi, Daniel. Un dernier mot de la fin sur toutes ces questions-là. Je voulais remercier nos auditeurs de nous avoir soumis ces questions-là. Je crois qu'il y avait une question sur laquelle je voulais revenir, mais j'ai déjà oublié. Fait qu'on va, on se reprendra au prochain épisode et en espérant qu'on pourra le refaire parce que c'est un exercice intéressant puis c'est le fun un peu avoir une idée de ce que nos auditeurs aiment que l'on discute. Exactement. Et toi, Alex, un petit mot à dire à nos éditeurs ou par rapport à ce qu'on a dit sur lequel tu veux rebondir? Ouais, pour revenir un peu sur l'impact, je pense qu'aussi la chose à pas négliger, c'est ça va avoir un impact inégal. Tu sais, c'est sûr que Toronto, Montréal, Vancouver, les trois grosses provinces, ça va être gros, puis ça va être la fête, puis ça va être le party, puis ça va rester sur un high. Mais moi, je pense que l'impact le plus qui va causer la plus grosse transformation dans la façon de percevoir le soccer, puis qu'est-ce que ça peut amener à l'avenir sur les sur les compétitions de clubs. Moi, je pense que c'est les Prairies. Surtout si tu penses à un match, si tu penses à Commonwealth à Edmonton qui va tenir peut-être 3-4 matchs, tu peux déjà dire que l'Alberta, c'était pas vraiment une province qui était connue dans le mainstream pour le soccer. Je pense que ça va avoir un impact de très longue durée sur l'Alberta. Et on sait que dans les prairies, les trois provinces se suivent pas mal. Fait que moi, je pense que ça va avoir un effet d'enchaînement sur la Saskatchewan et sur le Manitoba. Puis je pense que ça va complètement changer les provinces des prairies. Puis, ouais, c'est à ça que ça sort. Fait que ça, c'est mon avis là-dessus. Puis je voulais remercier tous ceux qui nous suivent pour vos questions. Ouais, exactement. Je fais pareil. Je remercie tout le monde de nous avoir posé autant de questions. On a essayé de répondre à tous. J'espère que vous avez tous aimé ça. C'est sûr qu'on refera de nouveau ce genre d'épisode-là. On va pas le faire à chaque semaine non plus parce que sinon ça pourrait commencer à devenir de redondant. Mais sauf que de temps en temps, on pourrait faire des épisodes comme ça. J'espère que ça vous a plu. Très important, s'il vous plaît, de partager notre contenu, d'en parler et de suivre tout ce qui se passe sur Culture Soccer. Donc, en mon nom et au nom de mes deux partenaires, je vous souhaite une très très bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSA l'érable.